Bienvenue au Petit Quart, votre émission qui explore la créativité sous toutes ses facettes. Des projets oubliés aux tendances actuelles, en passant par les processus créatifs qui animent les artistes. Ici, on décrypte, on partage et surtout, on célèbre la diversité créative. Chaque épisode est une invitation à découvrir un univers unique. Et aujourd'hui, on plonge dans une arène où le maître mot est improvisation. J'ai nommé la Battle des DJ. Donc, bonsoir. Aujourd'hui, on a comme invité DJ Froless, Fro, pour les intimes. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu. Nous a rejoint notre... Juste à temps. Juste à temps. Grâce à notre cher STM. Voilà. Qui est hors norme. Un de nos collaborateurs principal. J'ai nommé notre grand reporter de guerre, notre grand reporter d'enquête. Voilà, DJ hors norme. Est-ce qu'on peut t'appeler Flo ? On va peut-être t'appeler... Oui, voilà, ça va être un peu compliqué parce qu'il va y avoir Flo et Fro pour cette émission. D'accord. Mais on va se débrouiller. Aujourd'hui, on aurait voulu parler de ça. On en parlera un petit peu plus longuement après. Mais pourquoi on t'a fait venir aujourd'hui, Fro ? C'est parce que tu es en fait créateur d'un concept à Montréal dont tu nous parleras un petit peu plus longuement tout à l'heure. Toi, tu étais DJ à la base, mais aujourd'hui, tu te consacres à la création d'une battle d'improvisation de DJ. C'est bien ça ? Exact, ouais. Ok. Donc, concept un peu novateur. Et donc, on aurait voulu, pour commencer, eh bien, pourquoi pas parler un peu des fondements de la battle de DJ. Aussi, qu'on vous parle un peu du fait que Montréal est quand même une ville très importante sur le plan de la scène, sur le plan de la scène des battles et puis des matchs de DJ. Donc au début, c'est vrai que pour faire juste une petite intro, après je vous laisserai parler les gars parce que c'est vrai que c'est pas moi l'experte, c'est pas vraiment moi l'experte, mais voilà. Donc à la base, c'est vrai que les matchs de DJ, c'est vraiment ça découle un peu, c'est inspiré un petit peu des battles de rap à la base, c'est ça, on peut dire. C'est assez lié, ouais, parce que t'as ce setup DJ, MC, donc c'est du turntable, tout ça. Ouais. C'est là où on a commencé il y a ce côté un peu, je dirais, de battle, de ego trip, un petit peu de montrer c'est moi le plus fort, d'incarner ça, de défier un peu les autres pour montrer ses styles. De toute façon, ça c'est partout, hein. C'est dans le milieu du sport et ça s'est vu aussi dans le milieu de la musique, beaucoup de testostérone. Et donc et donc une très grande envie de se défier les uns les autres. Mais c'est drôle qu'on fasse la distinction directement parce que dans un sens, le battle ou quoi que ce soit, je pense que c'est un mot qu'on essaie peut-être de notre côté de se distancer ou que c'est pas tout à fait ça qu'on fait en fait. C'est pas un battle de DJ comme l'étymologie rap peut-être va l'avoir amené avec justement comme tu l'as bien souligné un combat de coq là, ou quoi que ce soit où on essaie de détruire l'autre personne. On est plus dans la vulnérabilité. C'est un match d'improvisation de DJ. Donc les codes, on les emprunte vraiment à la scène d'improvisation théâtrale. Il y a une scène très développée aussi à Montréal avec le... Exactement. Puis c'est pas un état d'esprit où... En fait, c'est développé, c'est bon que t'en parles, puis c'est né à Montréal. Je savais pas avant de partir des matchs d'impro de DJ que c'était né à Montréal, l'improvisation, en 1976, par Robert Gravel. OK. Je veux pas... tu sais, quand tu dis une création, quoi que ce soit, c'est vraiment eux... Ils vont, je vais pas me tromper de nom de famille, c'est Yvon Leblanc ou Yvon quelque chose, sont deux OK. à avoir inventé l'impro et toutes les, c'est comme eux ils voyaient comme un jeu de cartes ou c'est ça qui ont commencé qui a mené là, à la création de faire de l'improvisation comme on l'entend avec des cartes, des thèmes, des temps d'improvisation et un animateur au centre qui va proposer le mot là c'est de proposer un thème et là dans le fond les équipes vont interpréter là qu'est-ce qui a été donc le match en tant que tel, il est scénarisé aussi par une tierce partie. Donc c'est pas juste un battle entre deux personnes qui vont comme un front-to-front aussi qui existe en ce moment dans la scène de DJ. Un DJ contre un autre. Exact. Ils sont vraiment face à face puis ils se répondent. Il y a un setup assez particulier. Absolument. C'est vraiment intéressant ça. Donc ça, il y a des cartes, il y a des treats, il y a des... C'est ça. Donc ça, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on fait. Dans le sens... mais je pense que qu'est-ce que tu as à retenir, c'est le côté vulnérable, du sens que tu te lances
vraiment dans le vide. Et tu as 20 secondes pour réagir à la proposition, justement. Et vraiment, il en sort des fois des trucs que moi, j'ai été au pied du mur. Et par après, je devais réécouter mon set sur Shazam à savoir qu'est-ce que j'avais joué. Parce que c'était intéressant, j'avais jamais fait ça. On va avant. développer un peu plus tard, mais alors comment ça fonctionne en fait? C'est par quels moyens les tracks sont donnés, comment on les propose? Ouais, ben c'est ça, effectivement. Tu devais résumer un petit peu, comment... Exactement. Ben, un match d'impro de DJ, comment ça fonctionne? C'est comme aller voir un match d'impro de théâtre, finalement, où le rideau ouvre, on va accueillir les équipes avec l'animateur au centre, qui est le directeur artistique, finalement, qui, lui, va avoir scénarisé son match au complet. Donc, pour 90 minutes, il va nous faire commencer dans une certaine ambiance, puis nous faire terminer dans une autre ambiance. Il va utiliser les équipes de DJ un peu comme ses instruments, comme si c'était un chef d'orchestre, et il va faire amener le public au fil de la soirée là, dans son match. Les improvisations, elles durent, c'est soit des improvisations courtes, des improvisations moyennes ou longues en termes de durée, donc 6 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et elles vont soit être comparées ou mixtes, vraiment donc les mêmes codes que l'impro. Une comparée, ça va être comme un back-to-back où ce que les deux équipes vont jouer une après l'autre le thème. Ça pourrait être, le thème, ça serait le chalet de David Guetta, par exemple. Donc, on essaie d'imaginer qu'est-ce qui se passe au chalet de David Guetta. Chacun arrive avec... comment on distribue les tracks, Ben, là, tu réagis à l'instant, tu as essentiellement 20 secondes pour commencer à jouer. Et pendant 6, 10 minutes ou 15 minutes, dépendant si c'était une courte ou une longue, tu nous fais vivre le chalet de David Guetta. Et après, dans le fond, le public va voter si toi ou moi ou l'équipe en question va avoir le mieux répondu on a hâte de développer là-dessus. Faut savoir en fait que les premières battles musicales, elles datent du XVIIIe siècle. On a... Ah oui, toi dis donc, t'es remonté à loin, t'as bien bossé ton sujet. Eh oui, absolument. Ça a commencé quand même dans cette ère-là. On avait Jean-Sébastien Bach qui était invité à défier Louis Marchand, un organiste français assez reconnu. On avait une compétition à l'époque entre les écoles françaises, autrichiennes et italiennes. Sur de la musique classique du coup? Oui. Ah ouais, dis donc. Non, c'était sur du rap. C'est ce qu'on est allé rechercher. C'était qui est le meilleur compositeur, qui est le meilleur joueur et improvisateur. On peut dire ça. Parce qu'il y avait des cours qui cherchaient des mécènes qui venaient chercher les meilleurs musiciens pour. Donc c'était un peu la même démarche dans un sens que c'est pour démontrer le talent qui était disponible. Je pense que la petite. C'est quand même très intéressant qu'il y avait la même réflexion. Ouais. On va présenter des artistes qui peuvent performer le meilleur, effectivement. Devant des nouveaux clients essentiellement. Ouais, c'est ça. C'est complètement fou qu'on fait la même chose 2025. Oui, c'est ça. En fait, ça a toujours été depuis des années un peu toujours les mêmes règles. C'est je t'impose un thème sur un temps très court et tu me montres de quoi tu es capable. Et finalement, c'est la même allégorie que n'importe quelle compétition de sport ou musicale ou n'importe quelle performance que tu pourrais faire, j'ai l'impression. Mais ouais, effectivement, c'est assez intéressant et il y a beaucoup de compétitions qui sont du coup nées à Montréal. Après, toi, tu pourrais nous parler un petit peu plus parce que pour les gens, il faut savoir que pour les gens qui nous écoutent, si par exemple ma maman ou nos mamans nous écoutent, peut-être qu'elles sont pas très au courant de ce que c'est qu'une battle de DJ. Donc, pour ne citer que les plus connus, par exemple, on pourrait démarrer un petit peu, peut-être sur commencer un peu dans les années fin des années 80, après que Grandmaster Flash ait inventé les boucles et après que Grandmaster Flash ait inventé et inventé tout ce qu'on fait maintenant avec les vinyles. Peut-être qu'on pourrait parler des DMC qui est genre la plus grande compétition de DJ. Ils font encore des trucs aujourd'hui. C'est toujours d'actualité. Il y a Red Bull Freestyle qui a bien enchaîné. Plus mainstream, mais qui fait du coup des trucs, beaucoup de trucs en ce moment. Et après, peut-être qu'on peut finir sur ce que fait. Parce qu'à Montréal, il y a énormément de choses qui se passent aussi depuis. 100%. Ouais, voilà. Depuis la COVID, en fait, que tu allais dire, c'est ça ou avant? C'est ça que j'ai vu, c'est que le Covid a joué quand même un rôle important dans le... 100%. Moi, j'ai trouvé intéressant parce que c'est comme si on ne pouvait pas empêcher Montréal d'être Montréal pendant la COVID. Donc, les parcs sont devenus des clubs. C'est le club La Fontaine, le club Laurier. En fait, il y avait des DJ émergents qui venaient placer leur propre son jusqu'à temps que ça se passe plus. Ça soit 5 heures de l'après-midi puis 8 heures puis on devait rentrer. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est comme ça que puis il y a beaucoup de DJ qui ont commencé à mixer parce que ça devenait aussi de plus en plus accessible de jouer. J'ai observé ça aussi.
Ça s'est popularisé dans le sens les gens ont pris le temps en fait tout simplement. Exact, tu voyais la DDJ 400 un peu à tous les coins de rue, puis ça l'a permis de... Dans les parcs aussi, je me rappelle, Parc Laurier, dans le terrain de baseball là, au coin, au lieu que tu aies un tireur de baseball, les mêmes endroits, et toute l'après-midi, c'était nice. Et tu veux nous parler un petit peu du coup, Flo, parce que c'est un peu, c'est un peu lui le grand amateur en matière de DMC. En matière de table tournante. Effectivement, moi j'ai commencé en fait je suis rentré dans le mix et même la production, le sampling un peu plus tard, tout ça. Ok. Quand j'avais 16-17 ans, j'ai économisé un moment pour m'acheter ma paire de Technics avec le kit Serato, les vinyles. Tu te rappelles combien c'était dans le temps parce que je les ai eu en fait juste avant qu'ils arrêtent de les produire. Donc j'ai acheté tout le kit, le mixeur Numark, les platines, le kit Serato pour 1 200 €. Ok, quand même. C'était quand même une somme à l'époque, mais 6 mois après, elles avaient doublé, triplé de valeur. Je les ai toujours en France, mais je les garde bien. Oui, il faut les garder, oui. C'est ça. Et moi, c'était avec DJ Craze, dont on va parler un petit peu plus tard, Mixmaster Mike, DJ Kantaro, DJ japonais, je sais pas si tu connais, mais... En toute franchise, j'ai pas la même... moi, je fais je mixe, en fait, avec une grande humilité. J'ai pas la même, nécessairement les mêmes backgrounds musicaux que plusieurs, on va dire. J'arrive avec un autre... mais je connaissais peu des DJ. Après, j'aime la musique, tu comprends? Puis j'aimerais sûrement entendre les on aura l'occasion de se partager. Mais oui. Bah, du coup, pour en revenir un petit peu à ça, pour faire un rappel historique, parce qu'on est aussi là pour ça, en gros, fin des années 80, émergence du hip-hop, énorme émergence du hip-hop américain, donc avec beaucoup de contests de breakdance, beaucoup de contests de rap, beaucoup de contests les premiers contests de punchline, etc. Mais voilà, beaucoup la danse, beaucoup le hip-hop. Et puis il y a un certain Tony Prince en 85 qui se dit mais tiens, je pourrais... à la base, DMC, c'est vraiment... c'est un magazine. À la base, eux, c'était des producteurs. C'était aussi le magazine Mixmag. C'est eux qui avaient le magazine qui publiait le magazine Mixmag à l'époque. Et un certain Tony Prince qui commence à se dire mais tiens, je pourrais demander à mes DJ qui font des trucs de malade, qui font des skills de malade, je pourrais leur dire bah écoutez, on se retrouve tous et à la manière d'un contest de hip-hop ou d'un contest de rap, vous avez 6 minutes pour me présenter les trucs les plus fous que vous savez faire. Et c'est comme ça qu'on a vu notamment des DJ arriver comme A-Trak, comme A-Trak qui est montréalais et qui du A-Trak coup Montréalais, je savais même pas. Je savais pas que A-Trak était montréalais. Et il y a plein de gens qui savent pas, comme son frère, ils sont montréalais et qui du coup gagne. C'était un des plus jeunes à l'avoir gagné. Il a remporté le championnat DMC en 1997 à 15 ans. Donc, ce qui est quand même, faut aller voir la vidéo, c'est quand même assez. C'est un kid là, au milieu de plein de rappeurs, de DJ. Le mec a 15 ans et te remporte un titre de champion du monde. Et ensuite, il les a remportés 3 fois de suite en 98, 99. Non, pardon, je confonds avec DJ Craze. Mais c'est ça, il a quand même cette médaille de plus jeune champion de DMC. Et si je peux me permettre, c'est vrai, comme tu dis, il faut vraiment voir cette vidéo parce que. Si je dis pas de bêtises, à la fin, il fait un move de danse, de break dessus. Alors, si je me souviens, et ça, il me semble que c'est un autre gars qui va faire ça assez. Peu de temps après. Pas A-Trak, ouais. Non, A-Trak fait pas ça, en tout cas pas sur ce set-là, mais j'encourage tout le monde à aller voir ça parce que on est en 97, c'est vraiment. On est sur quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'est que ça reste un petit gars, 15 ans, avec un t-shirt triple XL. Ouais, c'est ça. Et ce gars qui vient de Montréal va être le plus jeune champion à date encore aujourd'hui et fait vraiment. Kanye West aussi. En termes de technicité, c'est quelque chose de fort et j'encourage tout le monde qui est fan un petit peu de scratching en général d'aller voir
les anciens vainqueurs des... C'est là où on commence à utiliser vraiment la platine vinyle comme un instrument. Exactement. Ils préparent leur vinyle en fait avec des stickers pour savoir où peut poser la cellule, pour avoir tous les sons. Ouais, c'est assez fou, c'est une sacrée performance à regarder, c'est une sacrée performance. Puis quand tu dis que le gamin a 15... Le gamin, bah oui, parce qu'on commence à vieillir maintenant. Quand tu dis que le gamin a 15 ans, tu sais, t'es là... Et, ils ont plein de techniques. En fait, ils font tourner par exemple peut-être 2 ou 3 vinyles en même temps, superposés, pour pas qu'il ait besoin de les chercher. Okay. Donc le mec passe d'un sample à un autre, il enlève son vinyle, il replace la cellule direct. Et sans le bouton sync, hein. Ah oui, non, mais ça n'est sans le bouton sync. C'est-à-dire, il n'y avait même pas encore les aides que tu peux trouver à l'époque. Le mec a aucun bouton sync. Son collant, c'est son hot cue, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, en fait, quand tu as commencé avec le vinyle, tu comprends la logique. C'est la même chose, en fait. Et je fais juste désolée, je fais le micro aparté pour parce qu'il y a un invité spécial qui vient de nous rejoindre. Je suis trop contente. En fait, c'est je suis hyper contente d'accueillir la meuf la plus drôle de Montréal, mais aussi la plus en retard. Mon Dieu. Ça va souvent de pair. Eugénie Nothomb, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs, ça va bien? C'est le matin, on vient de se réveiller. C'était bien ta journée à Mont-Tremblant? On a fait de la randonnée. Ah, super. C'est quand je veux faire du sport, c'est pas bon pour moi. Mais oui, on avait demandé à Eugénie de venir parce qu'on a un petit peu dans une deuxième partie de la discussion, on parlera un petit peu plus des matchs d'impro. Ouais. Et moi, j'avais demandé à Euge de venir parce qu'effectivement, je pense qu'on peut avoir une discussion très intéressante et faire des liens entre matchs d'improvisation théâtrale et puis musicale. Et donc voilà, et donc on verra ça tout à l'heure. Et donc voilà, donc c'est vrai que pour en revenir, donc voilà, on termine juste pour les petits points historiques. Il y avait effectivement les DMC, plus très récemment 2007, c'est quand même beaucoup plus récent. Il y a les Red Bull Freestyle qui sont toujours d'actualité. Où là effectivement on upgrade parce que la technologie a avancé. Bah là on commence à utiliser les contrôleurs. On a le X1 de Native Instruments. On a en fait sur les platines, t'as déjà des pointures. Pardon. T'as déjà des pointures, les contrôleurs, t'as des effets dessus. Ça donne plus de techniques possibles. Donc la créativité grandit avec et voilà, on assiste à... Ça leur a reproché d'être un peu plus mainstream, mais en même temps, tu sais, il y a toujours... Les personnes qui mixent sur vinyle sont souvent très nostalgiques de l'évolution de la technologie, j'ai l'impression maintenant. C'est un éternel débat. Mais tu vois, c'est un éternel débat. Genre, maintenant, avec les IA et la technologie, est-ce qu'on pourrait pas faire upgrader les compétitions? Il y a Birdie Namnam, je crois. C'est sûr que Birdie Namnam qui avait fait cette réflexion, je me rappelle, qui avait juste dit le plus important, c'est ce qui sort du master. Parce que les gens dansent. Ouais, aussi. Bah, ça rejoint un peu ce que je dis. Et puis, en vrai, c'est plus de techniques qui peuvent élargir ta créativité. Donc... Vu que t'es pas en train de faire le beat match, t'es en train de faire autre chose. Tu peux faire autre chose. Et en même temps, les skills sont fous et ça permet à plein de DJ maintenant de s'en inspirer. Et tu vois, c'est peut-être ça. Enfin, c'est parce que ça, c'est peut-être un des critères. Je sais pas si c'est sur un des critères que tu bases ta compétition, enfin la compétition micro-rave, mais la vibe que tu transmets au public, ça peut être aussi un critère au même titre que. En humour. Parce que nous, en humour, on a peur des IA qui peuvent faire des blagues à nos places, mais. C'est toujours la même chose, si au final tu la prends comme un outil et pas comme un remplaçant, je pense que sur scène, tu vas quand même être là, quoi. Genre. Après, ce serait marrant un jour de mettre ton écran qui fait des vannes à ta place. Ce serait assez cool, genre. Et de lui dire, mets un ton plus larmoyant. Imagine, je sais pas si vous avez remarqué un robot comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être, c'est un vrai débat. C'est la peur pour, j'ai l'impression, tous les métiers, non? Enfin, je sais pas. Genre... Parce qu'il y a ce côté technicité. Quand même, c'est un des points sur lequel on va te juger, c'est aussi le côté technique, mais bon. Ah bah oui. Ouais, et quoi? Et que la l'IA, elle remplace tout, genre, chez vous? Que maintenant, les skills deviennent de plus en plus dingues parce que, justement, t'as plus cette partie où tu dois caler ton vinyle, tu dois installer ton vinyle, tu dois... maintenant, et puis t'as plus du tout... En fait, maintenant, t'as des tables tournantes, mais directement avec un ordinateur, et t'as plus cette contrainte. Et donc, c'est comme en sport, quoi. Les skills deviennent de plus en plus dingues, mais parce qu'on a laissé certaines contraintes derrière nous. De côté, quoi. Ouais. Donc... Comme tu dis, en fait, tout est rendu possible plus facilement, dans un sens, surtout avec l'IA. Mais ce qui reste, ou un peu comme le delivery, je pense, ou qu'est-ce que ça recoupe, en fait, je pense que c'est l'intention
en fait, que l'IA va pas avoir en tant que tel. Donc, quand tu es très créatif, c'est que tu as une intention de faire base, quoi. quelque chose avec ton matériel en tant que tel. Donc, je pense que ça va continuer de rester unique à chaque être humain, peu importe la technologie. Donc, même si on revient au beat match par rapport à du vinyle, est-ce que tu sais, c'est fourvoyé, t'es pas vraiment un DJ ou quoi que ce soit. Ça, c'est comme plein de gens vont avoir cette opinion ou quoi que ce soit, mais à la fin de la journée, est-ce que les gens ont passé un bon moment? Oui, c'est ça. Ont vibré avec ce que tu leur as donné, fait ressentir. Je pense que c'est la même chose dans l'humour ou quoi que ce soit, même si c'est du AI qui est un peu dans ton ghost writing, on pourrait dire, qui est un ancien métier ou whatever, qui était sûrement autant polarisant. Est-ce que tu as un ghost writer aussi? Après, je sais pas vous, mais nous, ça va se sentir si tu es allé chercher toutes tes blagues sur Internet. Je pense que les gens, ils sont pas cons non plus. Enfin, je sais pas comment c'est pour la musique, tu vois, mais... Si. Texte, ça s'entend. Déjà, tu vas sentir quand quelqu'un, il a été aidé par quelqu'un d'autre et que c'est pas vraiment sa patte, tu vois, dans sa manière d'écrire, dans sa manière de faire des blagues. Déjà, tu le sens quand c'est un humain qui l'a aidé. Donc, j'imagine que quand c'est un ordi qui t'a aidé, qui va même peut-être pas faire attention aux blagues qu'il va te donner, bah genre, tu sais, le public, il y a un espèce de truc qu'on sait pas expliquer, mais les gens, on reste des humains, on sent la vérité, genre, et je pense qu'en musique, c'est d'office pareil. Et en effet, pareil, le delivery, tout le bazar, tu peux pas l'inventer, quoi. Donc, je pense que c'est l'essence des gens, c'est l'humanité, finalement. Ouais. C'est une manière en fait, d'affirmer sa patte et de prouver son style. Et je pense que dans le DJing aussi, enfin, tu traduis ton histoire, ton émotion, tes émotions, ton goût musical, je pense que c'est ça. Et puis de performer, de donner le meilleur de toi. C'est ça. Effectivement. Ouais. Et t'avais aussi, ça me fait penser à quelque chose qui se passait sur Montréal il y a quelques années. Peut-être t'as connu Fro, mais parce que tout à l'heure tu disais c'est vraiment, on est loin du contest de DJ où on est là pour la compétition. Tout à l'heure il nous a rappelé un peu le concept de micro-rave, donc des matchs d'impro de DJ. C'est incroyable. Ouais, et du coup, ça me fait penser aux compétitions aux compétitions de beatmakers. Mais c'était pas vraiment des compétitions. Heartbeat, je sais pas si tu connais, qui faisait, qui organisait des regroupements de beatmakers. C'était en 2010. Et c'est les premiers pas de Kate Ranada, de High Classified et de tous ces copains là. Et en fait, le but c'était un peu de contourner la règle qui disait il faut rapper en français pour être lancé au Québec. Et donc là, les beatmakers avaient tout à loisir de pouvoir juste lancer leur son. Et donc c'est comme ça qu'on leur a ouvert les portes à l'international, quoi. Ils sont venus présenter leur... Et comme tu dis, c'était pas la manière dont les organisateurs en parlent sur les vidéos de l'époque, c'était vraiment pas un contest, c'était juste tu viens avec ta vibe et tu présentes ton travail, et on est là dans un but de performance, mais pas jugé, quoi. Comme un open mic. Ouais, un peu, Cool. mais sans juge, quoi, sans qu'il y ait une critique forcément derrière. Ouais, tu viens essayer, genre. Ouais, ok. Donc c'est vrai que ça me faisait un peu, penser à ça quand t'en parlais tantôt. Et comment toi ça t'est venu l'idée de faire ça alors? Ben en vrai, c'était un processus. On venait juste dans le fond de me donner mon premier contrat pour être DJ dans un sens. Et OK, mais comment j'entrevois ma carrière artistique? Parce que j'avais pas encore vu pour moi ça, tu sais, de carrière artistique dans un sens. J'avais pas accepté que c'était possible. Donc j'avais commencé cette réflexion-là, puis là je suis allé voir Fanfan, en fait, peut-être qu'un ami commun qui François Duré, qui est prof d'impro aussi, il fait plusieurs choses, il est comédien, il fait du stand-up. Tout le monde se connaît ici. Le monde est petit. Il organise des scènes. Ouais, il fait plein de choses. Il est vraiment nice. Ouais, cool. Puis je suis allé le voir en impro. Puis tu sais, c'était pas le premier match d'impro que j'allais voir, mais c'est le premier match d'impro que j'allais voir après m'être dit, OK, qu'est-ce que je fais avec ma carrière artistique dans un sens? Puis en regardant ça, j'étais comme, OK, mais le concept est complètement fou. C'était pas le premier match d'impro que je voyais, mais c'est la première fois que je regardais ça d'une façon un peu plus marketing, je pourrais dire une façon, comment ça fonctionne, dans un sens, tout ça, comment ça se tient. Puis très rapidement, la moitié de la salle, tu vois très bien qu'ils connaissent quelqu'un sur le stage. Ou ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis ça fait partie de la troupe ou du vibe d'aller voir un match d'impro, c'est que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis tu vas aller vibrer avec le monde un peu, tu sais. Puis après, tu vas prendre une bière. Puis ça fait partie un peu d'une grande famille, colocation, communauté. Puis
Fait que ton truc se tient de soi-même. En tant que. Tu veux faire une soirée qui va se tenir sur plusieurs soirs, ta communication est comme déjà faite à la moitié, finalement. C'était ça qui m'avait frappé. Puis le reste de la salle, c'est clairement, il restait un groupe d'amis avec une personne qui était sur le bout de sa chaise, qui voulait faire partie de cette communauté-là. Puis le reste de ses 5-6 amis aurait pu aller jouer au bowling ou aller faire une autre activité. Ça n'aurait pas vraiment été... c'était juste une question d'être entre ces 5-6 amis-là. Puis il y avait 3-4 futurs couples que tu voyais qui avaient besoin d'un endroit pour dating. C'est trop drôle. Il y avait besoin d'un endroit on a besoin d'eux. Pour représenter un peu qui il était. T'sais. Si tu vas dater quelqu'un à un endroit, c'est la première fois que tu te rencontres après un moment, tu as besoin que ça va représenter un peu de ta personne. Ouais. Fait que ça c'était clairement ça. Puis c'était rempli. Le reste, c'était sold out. Puis je voyais que tout le monde payait aussi ses bières. J'étais comme, OK, mais le truc se tient de soi-même, dans un sens. Si je fais la même chose avec des DJ... Et ça t'est venu, tout de suite, t'as dit, tiens, je peux faire la même chose avec des DJ. J'ai passé une journée, je suis allé voir les règles d'impro sur la LNI, je pense, .com ou .ca. Excellent. Puis c'est genre... Est-ce que tu l'as adapté En vrai, c'est 6 pages de règles, puis j'ai changé un mot, parce que tout était parfait. Histoire de dire c'est fait Au lieu de Jean. C'est marqué artiste théâtre, j'ai marqué artiste DJ. Ok, c'est tellement bien. Tout le reste marche. Donc c'est quand même intimement lié. C'est pareil. Okay, wow. Puis on a changé après ça, mettons, les durées des impros, parce que ça prenait, mettons, les impros courtes vont peut-être à 2-4 minutes, je pense, en impro de théâtre. Puis là, c'était juste trop rapide. T'as pas le temps. La plus courte, on l'a fait à 6 minutes, dans un sens, en ce moment. Mais tu sais, on est toujours en train de développer, de trouver la bonne façon de faire les choses. Combien de tracks à peu près tu passes en 6 minutes? Tout dépendant, tu sais, la personne qui veut installer son univers, Et c'est une personne ou c'est plein de gens? Là, on y va en équipe de 2 à 4 personnes, C'est fou. Fait que la directrice artistique, et, tu la connais, c'est Mélodie Bujod, qui va à l'école avec toi, trop bien! Et elle va faire la DA des trucs de DJ? Exact, ouais. Mais c'est fou. Il y a un open mic, j'espère que tu vas venir passer. C'est ça qu'elle est open... mais oui! Punaise, ok, tout se fait dans ma tête. C'est fou cette émission. Les liens secrets. Ok, j'ai capté. Wow. Parce qu'elle m'a dit, je vais présenter des trucs de open mic. 100%. Et c'est où encore l'endroit? Le Red Room, 2037 rue Saint-Denis. C'est pas très loin d'ici, c'est juste à côté. Les mardis 14 janvier à chaque 2 mardis. Mais attends, mais il y a aussi de l'humour ou c'est que de la musique? Exactement, il y a un show d'humour de 6 à 7h30. Et puis après, il y a à 8h, un premier match d'impro de DJ. À 22h, un deuxième match d'impro de DJ. Incroyable. Donc essentiellement, tu vois 16 à 20 artistes dans ta soirée. Incroyable, ok. C'est au Chiaga. Ok, mais je vois tout à fait. Trop bien. Excellent. Et du coup, c'était pour ça aussi que parce que toi, t'as fait des matchs d'impro. Ouais. Bah voilà, c'est quand même... Et du coup, est-ce que c'est un peu sur les mêmes modalités? Vous aussi, vous aviez c'est des thèmes qu'on vous donne? C'est pour ça que moi, ça m'intrigue de dingue, parce que tu vois, genre, nous... Donc toi, tu me dis, t'as plusieurs personnes sur scène. Est-ce qu'elles peuvent... je sais pas, interagir dès qu'elles le sentent? Dès qu'elles sentent, c'est le moment? C'est ça que j'allais dire. Enfin, c'est la directrice artistique va pouvoir dire, mettons, OK, mais la prochaine impro se passe, OK, un joueur de chaque équipe, où tous les joueurs sont disponibles, là, dans le fond. L'équipe entre elles... OK, moi j'ai un track, OK, je pense que c'est bon. Ils ont tous accès aussi à leur bibliothèque. Ouais. Donc, c'est ça qui est fou aussi, que quand tu joues un DJ set, tu vas vraiment insérer ton univers. Tu 20 minutes, peut-être 3 heures, le temps que tu as devant toi pour amener les gens là où tu veux. Ouais. Mais là, on est déjà quelque part, puis t'es comme... T'es sur le bout de tes lèvres, t'es comme, je veux mettre ce beat-là. Ouais, mais tu dois faire attention, parce que genre en impro, ce qui est difficile, c'est nous, on est humoriste. Quand t'es humoriste, c'est juste toi. Mais quand t'es en impro, c'est le groupe avant tout, tu vois. C'est l'histoire avant tout. Tu peux pas... J'ai l'impression, je suis pas en musique, mais tu peux pas imposer ton bazar sans écouter ce que ça va donner. 100%. Et donc, tu sais, c'est vrai que j'ai déjà entendu des gens dire, mon Dieu, il flingue à chaque fois toutes les impros. Parce qu'il veut juste bêtement faire rire ou des trucs comme ça. Non, là, c'est le groupe qui passe avant les autres. Donc en musique, ça va être fou, quoi. Outstaging. Quoi? Outstaging. Ouais, c'est le terme un peu. Je connais pas les termes. Tu parles pas très bien anglais? Moi, je suis juste, on dit casse-toi. I guess la traduction mot pour mot, ça serait genre de sortir la personne de la scène. Exactement, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on m'a dit tous les jours. Non, mais c'est... Imagine. J'ai pas compris. Mais c'est vrai que c'est super difficile, oui, parce que tu peux complètement, partir out of beat hors thème, et là pour rattraper ça. Il faut s'écouter de ouf. Nous, c'est ça. Tu dois tout le temps écouter. Enfin, je sais pas, parce qu'en impro, en fait, ce qui est magique, genre tu me coupes si vous avez ça, mais c'est que tu donnes l'impression que tout est improvisé, et tout est improvisé, mais t'as quand même des règles de base. Genre, mais chez nous, c'est pas la même chose. En théâtre, la règle de base, c'est genre, il faut que tu saches qui on est. Par exemple, toi et moi, Gab, on fait une impro.
très vite, si on veut que ça donne quelque chose, il faut qu'on sache qui on est. Genre, je sais pas, t'es la mère, je suis la fille. Tu sais qu'il y a une relation, sinon on est juste deux personnes, ça va ressembler à rien. Tu vas comme contextualiser. Deux Sims. Il faut savoir où on va, où on se trouve, et il faut qu'on ait une histoire entre toi et moi. Et ça va donner des histoires intéressantes, sinon tu vas avoir 5 minutes de vide où on va juste parler pour rien dire. Mais ça, c'est en théâtre, donc c'est pour ça qu'en musique, ça m'intéresse trop, mais ça va ressembler sans doute tu sais, ma mère, elle fait du jazz et des impros de jazz et tout, j'imagine que ça va être peut-être plus des trucs comme ça, genre. C'est super intéressant la façon que tu l'amènes, parce que je pense que j'avais jamais fait la façon de réfléchir à ça, mais ma réponse première, ça serait, tu sais, il va y avoir des drops, il va y avoir des moments pas de solitude, mais d'introspection, dans un sens, que tu vas vouloir les opposer, puis d'offrir quelque chose que la personne ne s'attendait pas à vivre dans l'audience. Dans ta suite, justement, de Aléa, c'est un gros drop, c'est quelque chose que tout le monde connaît, donc tout le monde se rassemble. Trop bien. Et un autre truc que tu vas juste comme finir sur un moment d'extase, on va dire. Genre. Trop beau. Ça serait mais après ça, comment tu le délivres, ça va pas toujours se passer non plus de la façon que tu veux. Puis, littéralement, tu y votes comme ça fonctionne aussi. Ouais, c'est ça. Ou même des grosses dissonances, hein. Peut-être des gens qui vont dire, tu sais quoi, maintenant je passe ça et ça peut être fou. Et je m'en fiche. Ça peut être fou. Le résultat peut être juste parfait aussi. Et les gens vont faire, les gens vont se reconnecter justement parce que ça dissonne, quoi. Exact. Ouais, mais c'est en ça que c'est pas comme des impros de musique, tu sais, quand c'est des orchestres, parce que là, chacun peut jouer en même temps, tu vois, genre, tu sais, t'as la batterie, la guitare, puis t'as le chanteur qui va improviser, alors que là, je sais pas, genre, quand il y a un DJ qui joue, les autres doivent s'arrêter. Exact. Dans le fond, comment ça fonctionne? Il y a les deux tables de DJ dans les deux équipes sont branchées dans une troisième table de DJ, qui est celle qui est comme un peu la régie, normalement, où qu'on aurait mis les gens. Puis, comment t'as dit, excuse-moi? C'est un arbitre un peu. Dans le fond, l'arbitre, c'est vraiment la directrice artistique qui va proposer des matchs. Puis, ça prend une troisième table de DJ qui joue quand il n'y a pas de match d'impro qui se joue, quand les gens votent, finalement. Fait que c'est le rôle qu'on appelle le métronome. Métronome. On a créé ça. C'est la seule chose qu'on va avoir inventé, c'est ça. T'as rajouté un deuxième mot dans le... Mais attends, et tu auras des matchs avec des gagnants et des perdants? Exactement. Fait que c'est un tournoi, en fait, à double élimination. Donc, chacune des équipes peut perdre un match et toujours gagner la finale. Wow. Et qui juge, du coup? Le public. C'est le public. Donc, à chaque impro... Dieu. Non. Casse-toi. T'es nul, toi. Donc, ça reste un tournoi avec comme un aboutissant ou quoi que ce soit. Mais je pense que quand on joue, le match devient tellement plus... galvanisant dans un sens où l'énergie comme tout le monde veut gagner son impro ou quoi que ce soit ou son match, mais puis comme être content d'avoir gagné ou plus triste d'avoir perdu, mais je pense que quand ça se fait, c'est pas, en tout cas moi j'ai jamais senti que qu'est-ce qui comptait c'était de gagner. Tu sais, j'ai fait beaucoup de sport puis l'adversité elle est très présente. Là, je parlerais beaucoup plus de... On est vulnérabilité, on est content d'avoir fait quelque chose de créatif. Ouais, c'est ça, hein. That's it, genre. Ouais, parce que dans les matchs d'impro, genre, t'es content si t'as gagné, mais... Parce qu'on aime bien donner pour le public, on aime bien faire semblant qu'on se déteste. Enfin, tu vois, genre, souvent sur scène, on va être là, on va faire des doigts d'honneur à l'équipe en face, genre, parce que c'est marrant de donner à l'arbitre. Tu vois, ouais, c'est ça. Et c'est drôle, mais fondamentalement, la plus belle impro, c'est quand tout le monde s'est écouté et que là, on a tous passé un bon moment, que l'histoire est incroyable. Et j'imagine que c'est pareil. C'est ça, c'est genre, c'est bien plus important, quoi. Parce que si tu penses juste à gagner, justement, c'est les gens qui vont stage out, là, tu vas juste penser à ta gueule à gagner, et là, c'est dégueulasse ce que tu vas faire. Ce qui était assez touchant, parce que j'étais allée faire une soirée d'intronisation chez Fro, où il avait un peu invité tout le monde qui participe au concept. Et je pense que c'est la même chose pour les matchs d'impro, c'est que finalement... tu sais pas qui est qui et donc il y a peut-être des gens qui ont un background, des acteurs qui ont déjà plus d'expérience, des comédiens, des humoristes, et puis au contraire des gens qui débutent et qui sont tout timides, et là c'est un peu la même chose et c'est ce qui est assez touchant. T'as des DJ qui se considèrent même pas encore DJ, qui ont pas eu beaucoup de gigs, qui arrivent, qui disent mais attends, tu sais, et puis au contraire des gens qui à côté ont énormément d'assurance, et puis et voilà, c'est assez c'est trop cool. Et puis mais tu sais pas qui est qui, et sur scène ça se verra sans doute pas. Ouais, puis après ce qui est beau c'est quand ça se mélange et que même si tu vois qu'il y a un plus débutant, un plus fort, bah juste ça se donne bien, tu vois, genre, dans les rôles respectifs de chacun, tu sais, ça peut se faire, tu vois. Ben oui, mais par exemple
on n'a pas de DJ qui ont participé à des compétitions de DJ ce soir, mais comment est-ce qu'on se prépare, par exemple, à ce genre de compétition? Je pense, tu peux nous en parler aussi en théâtre. Est-ce qu'il y a des manières de se préparer? 100%. 100%? Je pense que oui. Sur le plan technique et sur le plan aussi... est-ce qu'on peut dire moral, psychique? Oui. Ouais, c'est sûr que oui. Ouais. À chaque fois que tu le fais, c'est plus facile pour le prochain, mais ça reste toujours, pour moi, un track de monter sur scène. Là. Ouais. C'est sûr et certain. Je sais pas comment tu te prépares pour un match d'impro de théâtre. Je serais curieux de... Tout à l'heure, j'ai dit tu picoles, mais personne n'a entendu, tant mieux. Tu te mets bien. Voilà. Un shot. Mais... Non, il ne faut pas boire. Mais non, tu te mets... déjà, en impro, parce que c'est pas la même chose qu'en stand-up. Stand-up, t'es très... Ça dépend des gens, mais t'es seul, tu te concentres. Là, tu vas être en impro, tu vas te chauffer dans l'équipe, on va être entre nous, on va vraiment... Et alors, on va aussi faire des exercices d'impro entre nous pour justement développer notre réactivité. Parce que tu sais, en impro, tu dois être réactif, tu dois être au taquet, tu dois écouter ce qui se passe. C'est ça, ouais. Et tes phrases. Ouais, justement. Et il faut que tout le monde, tu sais, ton écoute des autres, puis regarder les autres, écouter ce qui sort, machin. Et donc, on va faire beaucoup d'exercices de... Tu sais, des claps, des trucs comme ça, où genre, moi je t'envoie une clap, tu dois réagir directement, tu sais, juste pour te réveiller, quoi, tu vois. Et puis d'être en équipe comme ça, puis un peu, tu sais, des bazars où on se prend tous dans les bras, genre, ok, on est ensemble. Des trucs de cohésion, ouais. Ouais, vraiment. Mais donc, t'as autant de la réactivité que de cohésion, ouais, je te dirais, c'est vraiment ça. Puis un peu se concentrer, mais en impro, il y a quand même un truc joyeux, ce qui est génial en impro, c'est que t'as pas le même stress de faire rire que sur scène. Genre, tu sais, le public, il est déjà heureux d'être là, il est déjà bluffé parce que t'inventes sur place une histoire, tu vois. Ça, c'est déjà incroyable. Je pense que ce sera la même chose avec la musique. Les trucs, c'est tellement beau, les trucs qui se créent. Tu sais, comme quand tu vas voir de l'impro de musique, enfin, c'est incroyable, tu vois. Genre, ça se crée devant toi. Donc, déjà, t'as cette magie-là. Donc, je te dirais que le public est beaucoup plus vite content. Genre, la moindre blague, le moindre bon drop, les gens, ils vont être fous, tu vois, parce qu'ils vont se dire, waouh, c'est pas préparé et c'est trop bien, tu vois. Donc, non, il y a une magie qui est. Et t'es en équipe, c'est peut-être plus facile de se planter en équipe. équipe. Parce que tu fais passer ça comme ça. C'est peut-être plus facile de se planter en équipe que tout seul. Il y a pas, c'est ça. Tant que tu réagis, il y a pas. Non, mais t'es tout seul devant ta platine là. Les gens dansent pas. Tu te sens trop mal. Hein. Là, ça va. Si t'es 2 ou 3, tu peux. C'est ta faute. Tu peux pointer du doigt. C'est lui. C'est lui, c'est pas moi. Imagine les gens qui ont rien compris au concept. Non, c'est lui. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi un peu plus facile d'y aller, comme tu dis, en équipe, à fond, avec un mouvement. Et en fait, j'ai envie de te dire, je sais pas, de nouveau, tu me diras, mais en impro, plus tu vas vouloir avoir la meilleure répartie, plus tu vas vouloir être drôle, plus tu vas te planter. Parce qu'en fait, le moment où tu vas réussir, c'est quand tu vas arrêter de penser juste à ta petite gueule, genre, et ton petit ego d'être le meilleur, et juste se dire, genre, non, mets-toi en phase avec le moment présent. C'est incroyable. Là, t'es dans un pouvoir créatif qui t'emporte. Et je pense que la musique, ça va être la même chose, quoi. Si tu veux trop bien faire, c'est mort. Et genre, avant de monter sur scène, tu dois justement te dégager de tout. Pas réfléchir genre, ah, cette blague-là est trop drôle, faut que je la sorte. Si t'essayes ça, c'est mort. Tu vas plutôt juste genre, non, vas-y avec et ça va être incroyable, quoi. Tu vas même découvrir quelque chose que tu n'avais peut-être pas encore observé ou que tu étais capable toi-même de sortir. Ouais, exactement. Ok, non, l'impro, c'est malade. Comment on se prépare un match d'impro de DJ? Finalement, il faut que ta musique elle soit classée. T'sais. Essentiellement, c'est le premier step. Ah oui. Parce qu'on va te demander de réagir à certaines choses. Puis si dans ta tête, par exemple, le chalet de David Guetta qu'on parlait ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est un des thèmes qu'il a pris en exemple. Le chalet, une nuit au chalet de David Guetta. Oh là là. Qu'est-ce que tu entends? Donc, je te fais une impro là-dessus. Ok, waouh, c'est fou. Tu peux faire aussi bien une impro musicale qu'une impro théâtrale. Moi, je vois des cocktails, c'est tout ce que je vois. Et après ça peut changer sur un autre truc. Ça peut être... on a fait plein de choses, en fait. Je me souviens, la première impro qu'on a jouée, c'était l'affaire Tigidou. Attends, mais ça, donc, je sais pas c'est quoi. Donc, que tu joues du québécois, essentiellement. Oh, wow, c'est tellement bien, c'est génial. Le monde arrive avec sa bibliothèque musicale. Mais là, c'est un bon point, parce que ça, on s'est adapté, parce qu'au début, on disait, ah non, tu sais, c'est de l'impro qui peut aller dans tous les sens ou quoi que ce soit. Il y a des contraintes, Mais là, on scénarise le match en question de c'est quoi la bibliothèque des DJ. Fait que si les DJ ils nous disent avant la compétition qu'ils ont 5 styles de prédilection, par exemple. OK. Moi, j'aurais répondu Afrobeat, Amapiano, hip-hop, des choses comme ça, Deep House. Mais tu sais, je joue plein d'autres choses dans la vie. Mais puis là, j'aurais croisé une équipe qui, elle, joue, par exemple, du hard techno, quoi que ce soit. Donc, je sais que mon match,
il va être art techno afrobeat. C'est incroyable. C'est trop bien. Donc, il va se promener dans ces zones-là. Ouais, on va pas demander à ces artistes-là de jouer du jazz si aucun ont demandé à jouer du jazz. Toi qui donnes les thèmes, tu sais que ça va être... Tu connais leur musique préférée, genre, c'est ça? On les reçoit au début. Et donc, tu crées tes thèmes en fonction de ça? Exactement, ouais. Avec Mélodie, là, qui est la directrice. Trop cool. Ah, c'est elle qui fait la DA en plus de Exactement, c'est ça. C'est elle qui anime le match puis qui dit c'est cool. En vrai, j'aurais voulu entendre plus de classiques dans ce truc. Oui. C'est elle qui va venir bien. diriger son match. Excellent. Trop fort. Ah ouais, ça va le faire à fond. Et qui a décidé des thèmes du coup? Dans le fond, c'est elle qui est responsable de ça. Après ça, on les regarde ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Toi, t'étais juste un peu là pour l'accompagner dans ce chemin-là. Pour l'accompagner. À la fin de la journée, c'est la directrice artistique, ça veut dire ça. C'est vraiment le directeur artistique, c'est que tu diriges le match en tant que tel. Et toi, tu t'es un peu reculé par rapport à ça. Je peux faire le même côté audio dans un sens. Que je suis responsable de l'audio du match. Mais alors attends, il pioche les thèmes au hasard ou alors c'est elle qui a déjà préparé? Non, elle dit maintenant je veux ça. Elle les scénarise dans le sens parce que le match il va commencer pour le premier à 8h, terminer à 9h30, puis le deuxième 10h à 11h30. Excellent. Et tu veux danser d'une certaine façon quand il est 11h30 le soir, quand il est 8h. Fait que les impros sont aussi présentées en respectant cet horaire-là. C'est trop bien. On réfléchit comme ça, Bah ouais, mais c'est génial. Mais en plus, tu sais, les Québécois, genre, je te dirais, c'est quand même les meilleurs en impro théâtrale. Enfin, tu sais, c'est les plus réputés. Donc c'est trop cool qu'en plus, si tu lances ça, c'est incroyable. Genre, ça fait honneur au Québec, tu vois. Je savais pas avant de le partir, mais c'est montréalais quand même. Ouais, si, c'est fou. Et oui, tu nous en parlais tantôt. C'est pour la petite histoire. Comment t'as su que c'était ça? Il nous a raconté une histoire sur quelqu'un qui aurait inventé ça dans les fin des années 70. Gravel, on le salue, feu Robert Gravel avec Yvon. Je pense que c'est. On va aller double-checker, là, mais c'est. Je veux pas dire Yvon le Dieu, quelque chose comme ça. Là, mais ils sont deux à avoir créé ce jeu d'improvisation avec des cartes, des thèmes proposés, un peu très inspiré du hockey aussi, là, avec les bandes. Ben oui, parce que c'est vrai, en impro, c'est toujours on fait semblant que c'est des scènes de hockey. Ça reste qu'on est dans les années 70 à Montréal. Donc, c'est vrai. Le clin d'œil est très. Mais oui, d'ailleurs, comment on appelle la scène? On l'appelle On l'appelle l'aréna ou le. Ouais, ou le. Je sais plus. Comment c'est l'endroit où tu vas patiner, là? La patinoire. Exactement. C'était la question la plus compliquée de la soirée. Je fais aussi des quiz intellectuels. Je suis très complètement en plus, ça t'as vu, je réponds. Hein. Ouais. D'accord, et du coup, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu brièvement la petite histoire? Parce que c'est la 3e saison, c'est ça? On est déjà rendu à la 3e saison. Donc une saison par an? On fait 2 saisons par année dans le sens. 2 saisons par année, d'accord. Parce que je me suis rendu compte, en fait, je me dis, la saison haute, c'est l'été ou, disons, sinon le 31 décembre. Puis, pas that's it, mais c'est les moments où les DJ sont les plus sollicités. Et je me suis dit, si on fait quelque chose dans les contre-saisons, on va avoir plus de chances de rassembler 40 DJ dans la même pièce. Non, mais c'est étudié, hein, c'est un vrai... Il y a de la réflexion derrière. C'est brillant. Quand j'ai eu cette réflexion que je te parlais tantôt, OK, je vais faire un match d'impro de DJ, on était peut-être en octobre. Puis je me suis dit, OK, il faut que je le fasse maintenant pour convaincre tout le monde que ça existe. Puis comme plus rapidement je le fais, mieux le résultat va être. Parce que je donnais l'exemple à tout le monde, si tu dis que tu vas repeindre ton appartement, puis on se revoit dans 3 mois, puis j'ai pas acheté de peinture, tu croiras pas à mes projets. Tu comprends? Donc, tout est dans la fidélité de ma parole. Dans un sens. J'ai dit à tout le monde, OK, qu'est-ce que t'en penses? Je vais faire un match d'impro de DJ. J'ai sondé à mes amis un peu. Puis vraiment, je voyais la bouche des gens ouvrir. Ah non, c'est trop bien. Oui, mais parce que la manière dont t'en parles, pour te faire un compliment, je veux dire, la manière dont t'en parles, elle est quand même très solide. Tu sais, je veux dire, la première fois, quand on en a parlé... je sais plus, tu sais que je sais même plus trop où on s'est rencontrés. Il me semble qu'on s'est rencontrés dans un bar, non, nous? En vrai, c'est une bonne question, j'essaie de chercher aussi. Je suis en train de rechercher comment on s'est connus, mais il me semble qu'on s'est connus comme ça et que tu m'avais parlé de ça. Et tu vois, même me parler de ça au travers d'une soirée, ça a l'air assez solide et étudié, et pas comme un projet assez lunaire que peuvent te raconter des gens. Oui, t'inquiète, je vais te faire mixer à une soirée, puis au final, la personne te rappelle jamais. C'est ça, t'as une certaine imputabilité de ce que tu dis aux gens. Je trouvais ça très important. Puis, j'ai étudié en entrepreneuriat aussi, donc moi, j'y allais en mode... c'était pas un essai, là. C'était ça, je veux faire ça de ma vie, c'est un projet que je crois. Puis en plus, j'aime la musique, quoi que ça se présente à moi, je vais le faire comme il faut. Tu comprends? Donc j'y allais en mode, il y a tout ou rien. Puis, ah non, mais c'est trop bien. Ouais. Fait que dans le fond, à l'intérieur de 1 mois ou 30 jours,
j'avais trouvé comme je pense que c'est environ au début octobre, 1er octobre, puis le 1er novembre, on avait notre premier match. Wow. Donc, j'ai mis ça en place, convaincu les DJ, vendu 30 billets, qui sont une centaine de billets sur la saison 1, genre, avec 3 matchs. Puis là, j'étais comme, OK, là, j'ai quelque chose que les gens sont venus, c'était pas parfait. Je savais même pas brancher une table de DJ 4 voix. Qui marche pour, Ouais, c'est trop bien quand tu sens que tu tiens un truc, comme ça, c'est ouf. Ouais, puis j'avais quelque chose sur lequel travailler. Ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, je trouve que je suis capable de produire un événement de qualité, je pense, que j'ai beaucoup appris. J'aimerais ça apprendre à comment faire la bonne promotion de cet événement-là, genre, parce que tout Montréal sait que ça se passe, puis c'est fou, tu sais, parce que je pense que le produit qu'on met sur la table est vraiment nice. À fond. Il faut que les gens sachent que ça existe. Mais parce que vous avez upgradé aussi, enfin, je veux dire, là t'as un vrai site internet, t'as des gens... T'as Clément, par exemple, que tu nous as fait rencontrer, qui gère toute la partie com, qui fait les images. Bien. Tu vas avoir un présentateur qui a l'air quand même, tu vois, hyper à l'aise. Ouais, mais c'est avec des pros, quoi, c'est tout. Mais c'est une étape à la fois. Hein. Et puis Marine aussi, qui fait toute... qui a fait des études dans la production. J'en profite pour vraiment un chapeau bas, là, merci à tout le monde pour parce que je serais pas ici sans toute l'aide. C'est pour ça que je me permets de les nommer. Je savais pas trop s'ils voulaient rester dans l'ombre, mais... Non, merci d'en parler parce que il y a plein de personnes qui... Comme chacun des DJ, chacun des spectateurs, man, qui sont venus aussi. Des fois, on a fait des spectacles devant 20 personnes ou quoi que ce soit, 15 personnes, je me souviens plus des fois. Mais tu sais, on apprend de ça ou quoi que ce soit, puis... puis ils sont là, hein, donc même s'ils sont que 15, ils sont là, et ils sont déplacés. Ils vivent une belle soirée, ces 15 personnes-là, puis sont comme, ça vaut la peine. Bah ouais, puis eux, ils en parlent. Hein. Ouais. Ta meilleure pub, c'est les gens qui sont venus. Hein. C'est ça. Si tu t'es pas planté, Sinon, c'est ta pire. Même si tu t'es planté, tu sais, tu t'es planté si t'as arrêté. En fait. Bah oui. Ouais. Moi, je suis debout parce que je me suis levé une fois de plus que j'ai appris à tomber. Je suis tombé dans ma vie. Pour vrai, des fois que je m'attendais pas encore à l'âge que j'ai, là. Puis tu continues, quoi. Parce que je me suis levé, c'est tout, même. Fait comme tes événements, même si tu les as plantés, ils recommencent parce que tu as appris quelque chose. Ouais, c'est sûr. Même dans n'importe quoi, il faut que tu aies cette attitude-là. Là. Bah, c'est ce que tu as rappelé, de toute façon, que toi, tu voulais un événement vraiment, justement, good vibe, même si c'était un contest, un peu de DJ. Toi, tu voulais vraiment, avant tout, good vibe, de l'entraide. C'est vrai que c'est pour ça, moi, j'ai trouvé ça super, c'est que, oui, voilà, tu as des équipes avec des DJ beaucoup plus expérimentés. Ouais. Avec des DJ un peu moins expérimentés. C'est un point que tu parlais tantôt, que ça me faisait beaucoup... Je pense que ma plus belle surprise avec le modèle d'impro, dans un sens, c'est que quand je regarde ce que ça a donné dans le côté humour, dans le côté comédie, c'est que ça l'a forgé des équipes de travail. Ouais, à fond. Ça l'a formé des clics. Puis peut-être que c'est mal vu ou quoi que ce soit, mais ça a des gens qui ont appris à travailler ensemble. Ouais. Puis là, mettons qu'ils sont devenus animateurs, puis là, on les voit encore comme ça, mais il y en a qui sont en arrière de la caméra ou qui travaillent vraiment, qui se sont connus sur les bancs d'impro. Ça fait des communautés. Donc le côté réseautage est vraiment pas à diminuer dans un sens parce que un DJ, d'habitude, il fait son DJ set, peut-être qu'il va faire un B2B. Ça va difficilement vraiment plus loin qu'il y a d'aller dans 3-4 DJ qui travaillent avec toi, en collectif. Et là, comme je te dis, ça fait même pas encore un an, puis on est face. C'est facile de rassembler 30-40 artistes. Mais l'impro, c'est un truc de groupe. Hein. Moi, je me rends compte, c'est fou. Genre, mes potes qui font... Parce qu'aujourd'hui, tu sais, je fais surtout le stand-up, j'ai moins le temps pour l'impro, mais mes potes qui font encore de l'impro, ils sont soudés, mais à un niveau, c'est malade. J'ai jamais vu ça. Ils font leurs vacances ensemble et tout. Je pense que c'est le plus beau cadeau. Et puis ils s'entraident aussi vachement. Mais vous entraidez aussi vachement. En humour? Ouais. Non, je rigole. Non, mais tu vois. Non, mais quand même. Non, mais c'est pas vrai. Il faudrait creuser pourquoi qu'elle dit la vérité et avec un mensonge après. Mais vous vous entraînez quand même vachement. Vous corrigez vos blagues. Mais en vrai, moi, je me rends compte. Vous aidez à écrire quand même. Oui, mais d'abord. Ça pourrait être un métier plus. C'est ce que je reproche parfois un petit peu au DJing, c'est qu'il y a des fois. Vous êtes trop solo? Je trouve ça des fois assez solitaire comme moi ça m'a beaucoup surpris. Sauf si tu fais partie d'un collectif, mais en fait les gens ce collectif là a la même attitude envers les autres collectifs. C'est ça. On retrouve quand même ce qu'on disait en début d'émission, ce côté battle un peu ego trip qui est le meilleur. Et trouver tes ce truc là d'avoir les edits ou les dubs que personne n'a, le truc qui va marcher vraiment, il y a que toi qui les as. Pas trop vouloir prêter ses sons, donner ses sons. Mais ça ressemble trop aux humoristes, hein, franchement. Mais moi quand je vivais avec toi et quand je voyais nos devis, c'était genre on a été colocataires. Oui, c'est vrai, vous savez tout. Oh là là, ça c'est très mal fini. T'imagines? Allez, on commence. Ils sont là, ils en rient bien.
Non, mais quand je voyais comment c'était ta vie, en fait, je me disais, mais punaise, c'est la même chose, sauf que c'est de la musique, mais fondamentalement, tu dois trouver tes gigs, tu dois, genre... Ouais. Mais il y a quand même une entraide, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un métier solo, mais genre, il y a les deux, en fait. Ouais, il y a les deux. Quand tu navigues dans les... Quand tu sais naviguer... En fait, faut que tu saches qu'à la fin, faut que tu comprennes... Moi, j'en veux pas aux personnes qui... Les gens, ils veulent être le DJ. À la fin de la journée, tu vas être le DJ de whatever, c'est quoi que tu veux faire dans la vie. C'est que maintenant, le DJ, c'est devenu le DJ Boiler Room aussi. Hein. C'est pas le DJ que tu as mis dans un coin de la salle et qui fait juste danser les gens. Maintenant. C'est la chose avec je veux dire, tu vas être le premier. Oui, c'est ça, tu as une image quand même. Tu veux être celui appelé pour faire tel gig. Ouais. Et puis, tu sais, tant mieux si tes amis jouent après toi. On va se taper dans la main. Tout le monde sont le même truc. Mais moi, si je suis pas. C'est la personne qui, c'est sa carrière. Il y a peu. De gens qui sont appelés à faire ça, mais tout le monde veut faire ça. Il y a un proverbe, je pense que je le dis pas bien. Mais beaucoup d'appelés, peu d'élus. Exact. Yes. Je sympathise, j'empathise avec les gens qui ont cette attitude-là. Mais je pense que ce qui est intéressant justement dans l'impro, qui crée des troupes de personnalités comme ça, c'est que ça l'efface complètement ce sens de compétition ou de devenir la personne qui va... En fait, ça devient vraiment l'inverse parce que dans le sens, si tu deviens cette personne-là, tu es la personne qu'on condamnait un peu tantôt, qui prend toute la place, qui comprend pas son rôle dans l'histoire globale. Qui écoute rien d'autre. Et c'est pas cool, quoi. Exact. C'est beau d'avoir ta sauce, mais on va l'utiliser. C'est comme un piano. Je pense que si tu joues toujours la même note, ça va être quand même un peu lassant. Si tu utilises tout ça, tu es capable de faire des mélodies, symphonies de malade. Ouais, c'est vrai. Tu as besoin du talent de chacun, bon escient, puis travaille avec eux. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est bien l'image du piano, c'est bien en effet. Tu sais, de dire aux gens, n'oubliez pas, vous êtes des notes de piano, quoi. C'est pas de moi, je vais l'apprendre. C'est un ancien politicien. Parce que... c'est dangereux, on va le donner à la bonne personne. Mais parce que c'est un peu le problème de tous ces... c'est pour ça que effectivement le côté équipe peut-être fait redescendre un petit peu tout ça. Mais ça reste, je pense, des métiers très égo-trip. Et effectivement, où c'est toi, c'est toi qui viens montrer ce que tu as créé. C'est pour ça que le côté performance, côté production, et puis t'as aussi maintenant avec l'essor des réseaux sociaux, t'as ce côté. C'est pas pour me la faire parce que j'ai aussi Instagram et je publie aussi des photos. Je veux pas me la jouer vieille anti. Voilà, vieille nantie, tu sais. mais c'est vrai que maintenant. Ouais, il y a ça, il y a quand même... T'as aussi le DJ et l'humoriste Instagram où il faut, tu vois... Tu fais ta promo, quoi. Il faut faire sa promo, faire des réels, poster des photos, être le plus drôle ou le plus offensif ou le plus, tu vois... C'est sûr, hein. Se démarquer un peu. Se démarquer, Mais la création de contenu, on dirait que ça touche tous les métiers. Tout le monde est touché, Tu vois, un vendeur d'immeuble ou quoi que ce soit, il fait du création de contenu de courtier immobilier, tu sais, puis... Ça l'aide plus que ses collègues. Là, et ça marche. C'est ça. Je vends des maisons. Mais... C'est que les gens s'abonnent. Ouais, je suis là. J'aime bien sa tête, j'aime bien sa vibe. Qui est dommage aussi parce qu'on dirait que pour chacun des métiers que tu dois faire dans ta vie, on dirait que le premier métier, c'est de créer du contenu. Puis en deuxième, soit un bon humoriste, on dirait. Ou soit faire de la pub. Mec, moi, quand j'ai commencé l'humour, il y a un gars, il m'a dit. Parce que quand j'ai commencé, comme tout le monde qui commence, j'étais genre, je suis nul en pub. Et il m'a dit, c'est 50% de ton taf. Genre, si tu veux pas faire ta pub, juste. Ouais, vraiment. Si tu veux pas faire ta pub, laisse tomber. Parce que, genre, à un moment. Mais c'est comme dans tous les jobs. Hein, genre, à un moment, tu dois. Tu sais, quand tu vas candidater pour un poste, tu fais ta pub. Hein, il faut te vendre. Et le moment. Enfin, au début, ça fait un peu peur parce que t'as l'impression de te vendre, machin. Mais en fait, c'est le jeu, c'est la vie, quoi. Tu vois, c'est. C'est comment aussi on consomme les médias sociaux. Bah oui, on le fait tous. Ça a vraiment changé ces dernières années. C'est clair. Comme tu dis, ça s'infiltre un peu dans tous les domaines. Ouais, maintenant, t'as des trucs d'hôpitaux, ils sont sur Insta, là. Tout le monde est sur Insta, tu sais. T'as envie d'avoir ta petite page. C'est vrai ce que tu dis, tous les métiers. Bah, toi, de toute façon, oui, tous les métiers. Même Thomas Pesquet, il fait des réels depuis les... Oui, non, mais attends, il fait des réels depuis l'espace. Il fait des réels depuis la station spatiale. Il y a une nouvelle promotion. Ramenez-moi, s'il vous plaît. Nous, on est là à faire des j'ai une blague et tout. Mais l'autre, il a la lune, ouais. Ouais, il y a Thomas Pesquet qui fait des... Mais du coup, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement un peu, juste nous donner les prochaines dates, ou est-ce que, nous faire un petit récap et puis nous partager un peu les grands moments importants qui vont se passer pour Micro-Rêve là dans les prochaines semaines. Ben oui, 100%. Puis merci de l'occasion de me recevoir. Là, mais avec plaisir, mais c'est à ça que cette émission sert. Je veux juste le rappeler, c'est que
je trouve qu'il y a beaucoup de gens à qui on donne jamais la parole. On donne beaucoup la parole aux DJ et aux gens de première ligne. Ouais. Et finalement, on donne assez peu la parole à tous les gens qu'il y a derrière, c'est-à-dire tous les gens qui, tu vois, qui se lèvent tôt, qui dorment tard, qui ont créé le projet. Jamais vu et qu'on voit apparaître. Et même pour ça, franchement. Et les mecs qui font les mecs qui font les lumières et les mecs qui organisent tout et qui font la. Vous mettez aussi du mapping ou des choses comme ça dedans, j'ai vu. Ah, mais on serait intéressant. En fait, on a accès, dans le fond, au système de lumière au Red Room qui est vraiment, vraiment très bien. Fait que dans le fond, quand les équipes jouent. Ouais, certain, c'est le Red Room sur Saint-Denis, ouais. Sherbrooke. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Ouais. 2037 Saint-Denis, ouais. Ouais, ok. Fait que les prochains. Red Room. Ouais, gros shout-out au Red Room, sont trop Très nice. bon man. système son PK Sound. Et c'est des gens qui sont très, qui sont très ouverts. C'est souvent, ils sont ouverts à n'importe quel projet. Enfin, n'importe quel projet. Ouais. On est d'accord, mais. Soyez sérieux. Je voudrais faire un cours de cuisine. Non, alors là, désolé. Mais à la radio, on m'a dit que vous étiez très ouverts. Non, mais ils sont très. Tu sais, c'est vraiment. Voilà, ils sont. Tu veux organiser ta soirée, tes personnes. Voilà, c'est. T'es qui Mais donc, Ouais. oui, donc tu. Les prochaines dates, ça commence le 14 janvier, dans le sens Cool. que c'est Donc, mardi. C'est dans quelques jours, hein. Moi je me Ah suis ouais. noté ça. Exactement, mardi le 14 janvier, ça commence à 5h, c'est l'ouverture des portes. Trop bien. Donc on a. Du soir, hein. Exact, on a convaincu le Red Room là. Boulangerie, c'est le matin. Il y aura des chaises, il y aura... Exactement, Ok, donc, d'accord. Donc, il y a un de nouveau 5 à setup 6, un peu, ouais. de 5 à 7h30, il y a des chaises. Ouais. Donc Ok. on regarde le open mic animé Nice. par. Oui, je me demandais pourquoi Mélodie. tu nous parlais de chaises. Oui, oui. Ouais, non, parce que le Red Amenez Room, votre c'est- chaise. Non, il y a des chaises déjà, toutes. On a un beau petit setup. Et donc, c'est ça, l'ouverture des portes à 5h, 6h le match, le open mic. Ouais. Et donc, 1h30 de blague. Après ça, on a un petit entraque. Je vous mets des bons sons. Nice. Yes. Et on boit des bières. À Yes. 8h, premier match d'improvisation. Excellent. Deuxième match d'improvisation à 10h. Et à 11h30, on a un artiste invité qui vient clôturer la soirée. Pour le premier match, pour la première soirée, ça va être Villa Gomez. Trop cool. Ok. Qu'on salue. Mais alors, ouais, et donc Samuel, ça Exactement, Samuel Villa Gomez. Et Villa Gomez, lui, il fait juste un set tout seul ou c'est aussi dans le match? Ouais, il fait un set tout seul Ah, dans le c'est fond. ça. C'est vraiment, il installe son univers Trop puis il crée sur la bien. soirée. Ça, Ouais. c'est trop bien. Exact. Donc on va recevoir quelques artistes comme ça pendant la. 8 au final, parce Uh-huh. qu'on a 8 soirs. Ouais, Et dans le fond, c'est à chaque 2 mardis, donc le 14 janvier, le 28 janvier, cool. 11 février, etc. Et Cool. comme je l'avais dit, dans le fond, c'est un tournoi à double élimination. Donc les équipes ont la chance de gagner et perdre. Dans le fond, ils peuvent perdre un match et toujours gagner la grande Ouais, victoire. c'est ça. Donc il y a comme une. Pas une tension, tu sais, on va pas. Mais il y a un impact à s'ils gagnent leur match. Donc peut-être que vous n'allez pas les revoir si. Ah. On ne va pas les revoir pendant toute la saison. Là. Un peu, qui se- Ouais. Il y en a qui vont se faire sortir, c'est ça que je veux dire de D'accord. façon poliment. Là. Fait que, il y a un seul gagnant. Fait que venez voir, si vos amis sont sur les line-up, venez les voir parce Ah, que bah ouais. c'est important que vous. Ce sera peut-être la dernière fois. Ah, la bonne pression. Exact. Dans le fond, il y a un enjeu. C'est au des vraies match. éliminations, par c'est- contre. Exact. Il y a un enjeu Désolée, au match, mais- alors Bye soyez bye. là. Puis essentiellement, c'est ça. Tout le temps, on a du gros plaisir. Et Bah ouais. c'est gratuit avant 7h. Donc, Wow. si vous venez, c'est gratuit avant 7h. Sinon, prenez votre billet, c'est 10$ en pré-vente. Ouais, ça va 15$ pour une soirée de fou. à la porte. Ouais. Faut juste que Montréal sache que ça existe. Puis, Ouais, bah c'est on c'est est là, on va en la parler. édition, c'est ça? Exactement. Ouais, ok. Dans le fond, Ça puis là, on va faire ça jusqu'au 22 avril. Uh-huh. Là, le gros plan, c'est que là, l'été va commencer. Donc là, c'est la grande saison. C'est de placer tous ces DJ-là en festival. Bah ouais, j'allais dire, en à festival, ça doit être Commune, incroyable, ça. Pied du courant, tous ces Ouais. personnes dans les salons, on Mhm. veut leur parler. Et revenir à la saison 4, qui va commencer, dans le fond, à l'automne prochain et ouvrir un lieu à Côte-des-Neiges. Trop ou bien. À Verdun. Excellent. Et continuer le lieu à Red Room. Et donc, les grands gagnants pourront se rencontrer là, dans une. Wow. Yeah. Un, On a hâte de Ligue voir 2. cette évolution. Et, la prochaine date qu'on veut vraiment viser, c'est le plus rapidement ouvrir 4 à 8 arrondissements à Montréal. Donc là, on est à Ville-Marie. Et on veut ouvrir 4 à 8 arrondissements à Montréal pour être capable d'avoir une Ligue 1, Ligue 2 d'improvisation. Ah d'accord, et d'avoir plusieurs lieux qui pourraient accueillir les ligues. Exactement. Et ensuite d'ouvrir Toronto, New York, pour avoir la première Ligue Yes. nationale de DJ au monde. C'est Comme incroyable. la NBA, comme la NFL, et d'y aller dans un réseau qui est toujours soutenu par des artistes émergents dans chacune des villes et qui sont tous présentés sur microwave.ca, présents à la location. On n'a pas dit, mais tout le monde est disponible à être réservé pour être booké. C'est à ça que ça sert, c'est un spectacle vitrine. Donc Ouais. ça m'a beaucoup fait d'écho. De DJ. tu Ouais, puisses, au ok, 18e wow. siècle, tu m'as dit, il présentait des artistes devant des Ouais, c'est mécènes. ça. Le même
On essaie de présenter des artistes devant travailler avec eux. C'est la démarche réelle, c'est ça. Wow. C'est trop. Donc, projet bien rodé. L'entrepreneuriat derrière serait ça, fou de faire ça avec des festivals déjà faits, je sais pas, en extérieur, ce serait pas incroyable en Mais c'est pas on se concentre à mais on se pour que l'été soit c'est sûr, c'est trop malin. C'est génial. Ouais, c'est fou, hein. Je serais hyper fière qu'un jour il y ait Micro-Rave à New York et de me servir de notre petite émission, de la petite vidéo. La date, on l'a collé. Yes. C'était nous qui les ont eu pour la première fois, qui avions eu l'exclu. 100%. Hein. Gabriel et moi, on sera dans la rue en train de le dire à tout le monde. On les connaissait. Mais ouais, non, c'est un magnifique projet. Vraiment, merci beaucoup. Ça résonne avec les gens. Moi, c'est le plus beau compliment. Ah, mais c'est trop bien. Et c'est cool, je trouve que t'aies eu l'occasion, parce que c'est vrai que dit comme ça, on disait ça au début de l'émission, c'est vrai que si jamais nos parents écoutent l'émission, peut-être que ça leur parle pas tout de suite. Ou même d'autres gens, d'autres gens random, ça leur parle pas forcément si tu leur dis ligue d'improvisation de DJ ou match d'improvisation. Ouais, mais t'as vu comment c'est ça en fait le mot que je cherchais depuis le début, c'est les jams de musique. T'as vu comment tout le monde aime ça, donc je vois pas pourquoi en version DJ ce serait pas genre. Exactement. C'est qu'il y a toujours eu ça, mais effectivement, là j'ai l'impression que c'est un peu une nouvelle. Un nouveau vent, un nouvel air frais avec des choses un peu avec des choses différentes à proposer. Donc merci beaucoup Fro, on te souhaite que ça continue à fond. On est vachement on est derrière toi. Voilà. Et écoutez, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, même 1 heure et 2 minutes bientôt. Yes. Je merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ma journée? Non, est-ce que tu alors ta journée randonnée au Mont-Tremblant? Non, à nous raconter un peu tes prochaines dates, parce que toi aussi tu peux faire ta petite promo. C'est l'heure de faire ma pub. C'est l'heure de faire ta petite promo. Allez, ça sort. Alors est-ce que je t'ai annoncé comme la nana la plus drôle de Montréal quand t'es arrivée. Non, je vais faire des blagues de Toto. Mais non, mais en fait ah bah oui. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Et parce que je dois aussi alors non, une bonne date, ça va être le ping-pong le 22 janvier. Le ping-pong c'est sur Saint-Laurent. Mais le problème c'est que j'ai pas encore fait mon booking de janvier, je suis quelqu'un de sérieux hein. Et donc c'est pour ça que j'ai pas tant de dates. Sachant qu'on est déjà le 12 hein. Ouais, exactement, quelqu'un d'organisé. Mais là, non, j'ai dit qu'elle était drôle hein, j'ai pas dit qu'elle était organisée hein. Non mais normalement c'est parce qu'il faut savoir là, mes amis auditeurs, que on fait notre booking début janvier et qu'après ça se remplit assez vite, mais voilà, comme j'étais au Mont-Tremblant, j'ai pas eu le temps de faire mon booking, et donc voilà, j'aurai bientôt des dates. Tu peux m'inviter bientôt, je ferai ma promo. Voilà. Sinon venez me voir sur Instagram, je fais plein de blagues. Ah ben regarde, justement il y a Mélodie Bujouri qui m'a demandé si le 14 janvier j'étais chaud de venir. Ben voilà, je serai là au Red Room le 14 janvier. J'adore. Elle m'a écrit attends, je vais faire semblant que je suis très occupée, je dois regarder dans mon agenda Mélo. Ce qui serait bien, c'est que juste après l'émission on prenne une photo pour lui répondre. Ah ben oui, bah, évidemment, c'est sûr. Je vais faire ça. Mais de toute façon, je vous les mets ça sur Insta si vous voulez, là, ce qui se passe maintenant, faire de la pub. Mais oui, non, parce que les amis, suivez-moi sur Instagram, parce que moi, je commence à poster des réels aussi, on parlait de ça, enfin des reels, parce que quand je dis des réels, tout le monde me regarde comme une vieille. Donc, je fais des reels. Et non, mais je suis trop fière, non, mais parce que franchement, c'est du taf et tout. Oui, t'es très drôle. Et c'est surtout que j'en ai fait un, il a atteint 100 000 vues. Waouh, félicitations. Mais je suis trop fière, et du coup, maintenant, je me chauffe et tout. Et c'est ce qu'on lui a dit, c'est qu'elle a eu son lot de bons compliments, elle a eu aussi son lot de haters. Et sachez, les amis, ne vous formalisez pas. Quand vous avez votre lot de haters, c'est que vous brillez, c'est tout. Voilà, c'est un très très bon signe. Oui, voilà, je voudrais remercier Étienne qui m'a haté fort. Ouais, voilà. On vous remercie les gens qui nous aiment pas. En plus, ça va. J'en ai une deuxième, mais elle avait un nom compliqué. Tu sais, les haters, ils sont toujours des noms compliqués qu'on peut pas retenir comme ça. Tu peux les compter, ça. Mais on vous remercie, c'est aussi grâce à vous que voilà, c'est aussi grâce à vous qu'on vit. Mais c'est ça, on vous aime, on vous adore. Non, mais vous alimentez nos vies. Non, mais Eugénie Notombe sur Instagram, Eugénie Notombe. Et puis je vous jure, j'ai un max de dates que je mettrai sur Insta,
Puis il y a des réels drôles que je prépare, j'en ai plein qui vont sortir et tout. On s'éclate, les gens me disent qu'ils s'amusent bien avec mes stories, donc je suis là, voilà. Et puis bientôt des dates, on souhaite plein de belles choses pour la suite. Bah ouais. Et merci à tous les copains, merci Flo hors norme. De rappel, donc c'est le mardi 14 janvier au Red Room, donc métro Berry. Métro Berry, métro Sherbrooke, ouais. Ça commence à 5h du soir. À 5h on ouvre les portes. Ok, c'est gratuit jusqu'à 7h. 7h, très bien. Donc c'est quand même un bel event bien préparé qui se termine à 1h le matin. Fin de soirée, donc ça vaut vraiment le détour. Moi je serai là, je te le dis déjà. Malade. J'ai hâte de voir ça. Vas-y, j'envoie une photo à Mélo. Avant 7h. Ouais. Absolument avant 7h. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs vont être là avant 7h. J'ai hâte de voir la file devant le building à 7h. Mais ouais, en tout cas, conversation, ouais. 22 avril, donc excellent. J'ai trouvé la conversation très intéressante, ouais. C'est super. Ouais, à fond, c'est passionnant, c'est génial. Sur Instagram. Vous avez un site web aussi, j'ai vu. Ouais, microrave.ca et sur Insta, c'est microrave.ca, MICRORAVE. 14 janvier, 5h du soir. Yes. On sera tous là. Tout Montréal sera là. Parfait. Et moi, je vous dis, je vais conclure, en vous remerciant. J'ai beaucoup aimé la conversation. Je savais que ça matcherait en vous invitant tous les deux. On se connaît de oui, on avait déjà joué. D'avoir un peu parlé avec vous indépendamment. Voilà, je savais que la conversation serait très enrichissante. Ouais. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez apprécié, que vous avez appris des choses, que vous avez qu'on vous voit à Micro-Rave mardi ou au prochain stand-up de Génie. Oui. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ce sera le retour de DJ Thibaut, avec qui on avait fait la première émission sur l'Italo Disco. Pour la deuxième partie, on va traiter la Dark Disco. Donc, on reçoit 2 grands spécialistes de la Dark Disco. Yo. Il n'y en a pas beaucoup sur Montréal, des spécialistes de l'Italo Disco et de la Dark. Mais on les a. C'est voilà. Bon. Et on reçoit aussi Maudite Machine. Maudite Machine, c'est un DJ qui fait pas mal de live sur Montréal. Donc voilà, restez bien connectés avec le petit quart et puis voilà. Yeah. On vous souhaite plein de bonnes choses, on vous fait des gros bisous. Ne vous tuez pas à la tâche, faites des choses qui vous font plaisir. Fait peur, toi. Non, ne vous tuez pas, je te dis rien. C'est devenu l'émission d'enterrement ici. En fait, je voulais dire reposez-vous et j'ai dit ne vous tuez pas à la tâche. Prenez soin de vous. En fait, c'était prenez soin de vous. Allez, vraiment, faites attention en traversant la route. On ne sait jamais. Mais voilà, prenez soin de vous et puis on vous embrasse très très fort. Allez, gros bisous.